Donc, je ne suis pas, je n'ai pas entendu, je vous remercie de m'accueillir cet après-midi. Il était question cet après-midi d'une conférence sur les fameuses forteresses qui allaient être classées à l'UNESCO. J'ai choisi moi de prendre le contre-pied puisque je n'ai pas entendu, mais de vous parler finalement de ces forteresses royales qui ne seront pas comprises dans le programme UNESCO de ce classement. C'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence dans l'ombre des forteresses royales. À travers quelques exemples récents de chantiers archéologiques menés depuis 5 ans auxquels j'ai été associé, que j'ai pu suivre en tant qu'historien du patrimoine, historien médiéviste, spécialiste du XIIIe siècle en Languedoc. Je voulais vous parler justement de tous ces sites, forteresses, palais, résidences, que le classement attendu par l'UNESCO dans les mois qui viennent pourrait peut-être mettre souvent de côté, en tout cas, ne pas attirer souvent autant l'attention que ces sites de l'eau méditerranéenne. J'espère toutefois vous montrer que ces sites, ces châteaux, ces résidences sont aussi intéressantes que ces fameuses forteresses royales que vous connaissez tous, concernées dans notre fameux classement, qui sont donc Quénémus, Pertuse, Aguilar, Termes et Montseny. D'ailleurs, remarquez que parmi ces 6 forteresses qui sont défendues par le classement UNESCO, l'une d'entre elles n'est pas réellement une forteresse royale, comme on le met, puisque Montségur est une forteresse seigneuriale et non pas une forteresse royale. C'est déjà une petite particularité et elle est englobée dans la politique du classement. Ensuite, il ne s'agit pas pour moi de venir apporter une critique au classement UNESCO, mais au contraire de soutenir ce classement qui va être accompagné d'études historiques importantes et puis l'archéologie aussi de synthèse qui va être produite, qui vont évidemment nous apprendre beaucoup de choses sur ce qu'on appelle l'installation de la royauté capétienne dans la sénéchaussée, notamment de Carcassonne. Et justement, le travail mené par ces archéologues et historiens qui travaillent à ce classement UNESCO le font essentiellement sur les 6 forteresses que je citais à l'instant et plus largement, pour en avoir discuté d'abord avec eux, sur les forteresses royales installées à la sénéchaussée de Carcassonne, c'est-à-dire depuis le nord de l'Hérault, la vallée de l'Or, jusqu'au sud des Corbières. Donc, ce sont 16 noms de la plus haute de ces forteresses royales dans l'Hérault jusqu'aux forteresses de Quénémus et de Pertuse au sud des Corbières. C'est-à-dire en tout 22 châteaux, forteresses concernées auxquelles le pouvoir royal va récupérer depuis Carcassonne jusqu'à la dernière, c'est-à-dire à l'époque de Philippe le Bel, c'est-à-dire le Casse, la dernière concernée. Moi, j'ai décidé d'évoquer à côté de ces forteresses aussi deux des forteresses concernées par la classement UNESCO. Vous connaissez sans doute le château de Termes, qui a été justement récupéré par le pouvoir royal après la fin de la croisade contre les Albigeois. C'est une grande guerre qui avait duré une vingtaine d'années, entre 1209 et 1229, qui avait été déclenchée par le pape 1203 pour lutter contre les hérétiques et ceux qui les protègent, entre le Rhône et la Garonne. À l'issue de ces longues années de guerre, on conclut le traité de Pont de Paris en avril 1229 et les domaines des Macabères, une partie des domaines des comtes de Toulouse, vont être intégrés au domaine royal capétien. On fait la sénéchaussée royale de Carcassonne, ainsi que la sénéchaussée de Beaucaire. Pour la première fois, je vais sur le carte tout à l'heure, la royauté capétienne avait un accès direct à la Méditerranée. Donc elle récupère des forteresses dès 1229, c'est le cas du château de Termes. La royauté capétienne va récupérer ensuite, pendant près d'un siècle, toutes ces autres forteresses, de ici, le château d'Aguilar, au milieu des villes, qui appartenaient au seigneur de Termes, au milieu de Termes, qui le vend son château en 1262 au pouvoir royal. Donc il y a à la fois les captations prises au moment du traité de Paris, parce que c'était des forteresses qui étaient tenues par les seigneurs et puis des achats, voire des constructions ex-nihilo qui sont produites. À côté des recherches entreprises autour de ces forteresses royales de la sénéchaussée de Carcassonne, depuis 5-6 ans, il y a aussi un certain
et qui ont été ensuite depuis le moment de la croisade et encore reconstruits. Vous avez ici la porte monumentale sur cette photo, retrouvée sur le village de Montpellier, dans la Loire. C'est à 5-6 km de la ville de Lyon. Nous avons une grotte castrale, en fait, que les frères des seigneurs de Carcassonne et du Valais décident de fortifier à la fin du XIIe siècle. Et on commence à entreprendre des travaux relativement importants sur ce site qui permettait de contrôler la haute vallée de l'Aune. Ce site va être ensuite complètement basé au moment de la croisade de l'Étoile et l'implantation d'ailleurs des habitants va être déplacée, comme ça va être souvent le cas à ce moment-là, un petit peu plus loin, un nouveau château va être construit. Et il y a quelques années, donc, sous la direction de Sylvain Durand, l'archéologue a pu découvrir sur ce site cette porte monumentale qui date de la fin du XIIe siècle, qui montre l'investissement que les frères Calais étaient en train de mener sur toute la vallée de l'Aune. Ils avaient comme ça pour but de construire des sites fortifiés qui ont été figés dans le temps, puisqu'ils ont été démolis au moment de la croisade de l'Étoile et puis on en s'est appelé. C'est très intéressant pour les archéologues, parce qu'on a des sites qui donnent vraiment cette période charnière de la fin du XIIe siècle et les débuts du XIIIe siècle. Autre site majeur concerné dans le même cas, c'est le Pech du Limoux, qu'on appelle aussi la colline des Pontis, qui se trouve, alors la ville du Limoux, vous voyez sur ce plan, aujourd'hui se trouve dans la plaine, entoure le cours de l'Aune. La première ville de Limoux s'est développée au XIe et XIIe siècle autour d'un pont qu'on appelle le pont Vieux, qui est un pont médiéval, le pont des premiers et plus anciens ponts en pierre dans la haute vallée de l'Aune. Et à la fin du XIIe siècle, les vicomtes du Valais, seigneurs de Carcassonne, les Trincavel, en association avec l'abbaye bénédictine d'Alais, qui se trouve à proximité de Limoux, décident d'investir la colline qui se trouve au nord de la ville sur une superficie relativement importante de près de 23-30 hectares pour construire une ville nouvelle entourée d'une muraille. Vous avez ici le tracé reconstitué par les archéologues au pied d'une fortification qui a pu être identifiée sur des photos, notamment des photos aériennes, donc une motte castrale et une ville en terrasse qui se développe au nord ou au sud de cette motte castrale. Il y a 2 ans, les équipes de l'INRAP, sous la conduite d'Olivier Ginouvet et de Tony Zigo, ont pu faire des observations sur ce site, non seulement montrer l'ampleur incroyable de cette ville nouvelle qui avait été conçue par les Trincavel, mais ont pu permettre de retrouver aussi les traces de la muraille, qui était une muraille en terre battue relativement importante sur l'ampleur de ce site, ponctuée de ce qu'ils ont pu retrouver de grandes portes fortifiées. Donc ils ont retrouvé les sous-bâtiments sur le site d'une maison en construction. Ce qui est intéressant là aussi sur ce site de Limoux, c'est que nous savons d'après les documents historiques qu'en 1209, quand les croisés de Simon de Montfort, après avoir pris la ville de Carcassonne, viennent prendre Limoux, ils détruisent, incendient et rasent cette ville et les fortifications que les Limousiens vont réinvestir pendant la croisade actuelle, que le roi de France va redémolir après 1229. Donc là aussi, ce site maintenant qui est protégé sous observation nous livre en fait une ville qui a été, qui date, qui est contemporaine des événements de la croisade actuelle. C'est tout son intérêt archéologique et des observations futures qui pourront être menées à l'avenir sur ce site. Le traité de Paris du 12 avril 1929 fait donc la sénéchaussée de Carcassonne, qui comprend aussi la haute vallée de l'Aune, une partie des Corbières, mais aussi une partie de la Lijoie, et la sénéchaussée de Beaucaire. Le comte de Toulouse, lui, garde une partie de ces terres autour de Toulouse, autour du Louvain. Et donc, ce qu'on appelle les forteresses royales du Languedoc, qui sont concernées par le classement UNESCO, sont celles donc, qui se trouvent dans la partie sud de la sénéchaussée de Carcassonne. Mais il faut le dire, ce ne sont pas les seules forteresses royales qui sont contemporaines. Je le disais, de toute façon, dans la période entre 1229 et 1314, il y a 22 forteresses royales sur tout ce territoire de la sénéchaussée de Carcassonne, et il y en a encore. Parmi ces sites, je voudrais attirer votre attention sur un cas qui est actuellement à
d'une autre forteresse royale qui n'est pas concernée par le classement de l'UNESCO, qui est la forteresse de Penne d'Albigeois, dans le Tarn, qui, comme son nom ne l'indique pas, surplombe non pas le Tarn, mais la vallée de l'Aveyron, puisqu'elle est à la limite aujourd'hui du département du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Cette forteresse était le cadre plein de PCR, de fouilles archéologiques depuis 5 ans, qui arrive à son terme sous la direction de Florence Guillon. J'y participe en tant qu'historien médiéviste également. On est en train de travailler à la publication de l'histoire de ce site. Ce qui est très intéressant sur l'étude de Penne d'Albigeois, c'est qu'on a en fait un site qui est concerné par les événements de la croisade albigeoise. Antérieurement à 1209, les seigneurs de Penne sont des seigneurs qui accueillent à la fin du XIIe siècle des hérétiques sur le site. On trouve une maison de bons hommes déjà dans les années 1980-1990, et maison de bonnes femmes. Ensuite, ils vont être faillites et rebelles pendant les événements de la croisade albigeoise, rebelles face à Simon de Montfort, puis face au roi de France. Le site permet d'observer en fait l'évolution d'un site fortifié depuis la fin du XIIe siècle jusqu'au moment où ce château va devenir une forteresse royale. Donc on passe d'une forteresse seigneuriale, forteresse comtale et ensuite forteresse royale. Sur le plan ici laissé par Franck, qui montre l'ampleur du site de la forteresse, sont remarqués en vert les différents points ont été observés, des traces de résidence seigneuriale qui ponctuaient le site avant le début du XIIIe siècle. Au moment des événements de la croisade albigeoise, les seigneurs de Penne sont rebelles. C'est d'ailleurs Penne d'Albigeois qui est une des rares forteresses, sites fortifiés du milieu de la France, qui ne sera jamais pris par les croisés dans tout le sud de la France. Ce qui va d'ailleurs attirer particulièrement l'attention du pouvoir royal à partir de 1229. Le fait que ces seigneurs soient rebelles et aller vers le roi et l'Église ne les empêche pas, au début du XIIIe siècle, de construire sur la plateforme sommitale de leur forteresse une chapelle monumentale. C'était une découverte dans ces 10 dernières années. Vous en avez ici le plan avec les degrés qui séparaient la nef du chœur. Elle est tout à fait au sommet de la colline qui supporte la forteresse, et on ne s'attendait absolument pas à trouver une église de cette proportion, notamment chez des seigneurs comme celui que vous avez ici représenté sur un sceau olivier de terre, de Penne, qui était plutôt réputé faillites et rebelles envers l'Église catholique. Et sans doute pour donner des gages à un moment donné de catholicité, il fait construire avec son frère Bernard de Penne une très vaste église monumentale. On est en train l'étude vient d'être publiée dans la revue Archéologie médiévale. On est en train d'essayer de reconstruire l'image de synthèse pour voir à quel point elle était importante et montrer une décoration assez spectaculaire. Ces seigneurs de Penne vont survivre aux événements de la croisade albigeoise, même si le traité de 1229, donc qui normalement conserve la paix entre le comte de Toulouse-Raymond VII et la royauté capétienne, conserve essentiellement des grands sites comme Carcassonne, Toulouse. Il y a une clause spécifique concernant ce château de Penne d'Albigeois, où le roi de France demande à ce qu'il soit contrôlé par le comte de Toulouse, qui ne le fera jamais. Et en définitive, ces seigneurs de Penne, malgré le fait qu'ils ont été rebelles pendant tous les événements de la croisade, vont rester en place jusqu'en 1251. Ils vont ensuite échanger leur château et ce site fortifié avec le comte de Toulouse, Alphonse de Poitiers, qui va donc investir ce site et la transformer en une forteresse, non pas royale, à ce moment-là, mais comtale, puisque Alphonse de Poitiers devient comte de Toulouse. Vous avez ici son sceau avec moi. Et lui fait des modifications relativement importantes sur cette forteresse de Penne à partir de 1251, construisant notamment ce que vous avez ici à l'écran, une grande salle d'apparat, et commençant à construire une forteresse autonome à la place des
des différentes résidences seigneuriales qui occupaient jusque-là le site. La population qui occupait les abords de la forteresse est déplacée, et c'est à ce moment-là qu'on va ici au sud de la forteresse et créer le nouveau village de Pennes-la-Vigeois au pied de celle-ci, mais assez loin des fortifications comtales. Si Alphonse de Poitiers s'investit dans la construction de cette forteresse, c'est essentiellement parce qu'elle va accueillir les archives des comtes de Toulouse et qu'il faut les protéger. À partir de 1271, le sort de cette forteresse va changer une nouvelle fois. Lorsque le comté de Toulouse est intégré au domaine royal capétien, elle devient non plus forteresse comtale, mais forteresse royale. Et c'est à ce moment-là que les grands travaux sont entrepris, notamment le bastion, le châtelet d'entrée, qui est lui aussi un travail spectaculaire de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe siècle, avec deux tours qui contrôlent l'accès de la porte principale, et puis toute une ceinture de murailles qui va venir clôturer l'essentiel du site, y compris la chapelle qui est ici, qui va être clôturée par des murailles très importantes. On est sur en fait des constructions énormément spectaculaires qui sont contemporaines de la cité de Carcassonne. Donc on a là une forteresse royale qui effectivement, sur laquelle le pouvoir capétien va investir énormément dans le chantier de construction, alors qu'elle n'a pas à ce moment-là un rôle stratégique important. Mais pour le prestige de capétien et le fait sans doute du pouvoir royal qui met la main sur une forteresse qui a longtemps résisté, il était nécessaire d'investir dans la construction à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que si ces chantiers se poursuivent à la fin du XIIIe jusqu'au début du XIVe siècle, c'est que ce n'est que dans la deuxième moitié du XIVe siècle, même plutôt vers la fin du XIVe siècle, que la forteresse de Pennes devient stratégique. Au moment où la verront, elle devient la frontière entre le royaume de France et les possessions anglaises. Et ça, c'est une autre histoire. Autre cas de figure sur lequel je voulais revenir cet après-midi, ce sont aussi aujourd'hui le point de vue qui est braqué sur les forteresses royales aurait tendance à nous faire oublier qu'il y a aussi, à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle, dans notre région, la construction d'importantes résidences et fortifications aristocratiques. Parmi tous les exemples que j'aurais pu prendre, j'en ai pris deux qui sont aujourd'hui, qui ont été à l'étude ces dernières années, à commencer par le château de Terride qui se trouve au-dessus du château de la ville de Mirepoix en arrière. Ce château de Terride, vous avez ici la vue aérienne, une vue prise depuis la Bastide en fait, de Mirepoix, est en fait l'ancien site au XIIe siècle de Mirepoix. C'est là où se trouvait une motte castrale, bien identifiée par l'archéologie, auprès de laquelle se trouvait le premier Mirepoix, avec à la veille de la croisade albigeoise près de plus de 30 co-seigneurs qui en exerçaient l'autorité, en tout cas en 1207. Ce site, évidemment, est occupé par la famille qui porte ce nom, la famille de Mirepoix, qui est liée aussi à l'hérésie, qui va aussi contrôler le site de Monseigneur en Ariège, donc qui est repéré comme étant aussi, comme on dit, faillite et rebelle envers le roi de France et envers l'Église. C'est pour ça qu'à partir de 1229, ce site de Terride, donc ce premier site de Mirepoix, va être confié à la famille des Lévis, qui vient de l'Île-de-France, le maréchal Guy de Lévis, dont vous avez ici le gisant qui se trouve à Lévis-Saint-Jean, à côté de la région parisienne, s'installe et construit ce qu'on appelle la terre du maréchal, une partie des terres qui appartenaient à tous les seigneurs entre Limoux, Mirepoix et Monseigneur. Et ces Lévis vont transformer totalement ce premier site de Terride, notamment en construisant une porte monumentale que l'archéologue Frédéric Lopp a pu étudier l'année dernière. C'est une réalisation là, pour le coup, du milieu du XIIIe siècle. Cette porte monumentale donnait accès à la motte castrale qui se trouvait juste à l'arrière. Voilà. Vous avez deux vues de cette porte monumentale, mais ce n'est pas l'investissement le plus important que les Lévis réalisent sur ce site. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir le visiter l'année dernière.
Et il y a tout autour de cette motte castrale initiale, les Lévis vont construire d'impressionnants fossés qui s'inscrivent dans la tradition des fossés pavés réalisés par Philippe Auguste et ses successeurs dans le courant du XIIIe siècle dans la région d'Île-de-France. Un fossé qui n'a pas d'équivalent dans notre région méridionale. Donc vous envoyez juste un morceau sur cette photo, plus impressionnant sur la photo suivante. En fait, sur plusieurs dizaines de mètres, de chaque côté de cette douve gigantesque, on a pavé en fait les murailles. Ça, je ne disais pas que c'est un travail titanesque, il n'avait jamais été étudié juste avant l'année dernière. Et encore, c'était une étude préliminaire qui a été faite par l'archéologue Frédéric Bloch, qui mériterait d'être étudiée un peu plus à l'avant. C'est une propriété privée qui, pour l'instant, n'est pas toujours facile d'accès. L'étude de Frédéric Bloch a montré qu'en fait, on n'a pas d'équivalent de ce fossé du milieu du XIIIe siècle. En fait, les Lévis veulent se protéger visiblement des populations extérieures qui sont encore faillites et rebelles, pas forcément acquis à leur cause, et donc ils font construire ces fortifications pour protéger leur résidence. Le seul exemple comparable qu'on a pu identifier en Essonne, c'est le fossé du Tour d'Or, ce qui est d'une ville, donc on voit bien qu'on est même sur le même type de schéma, et dans des zones rurales, Frédéric Bloch compare le fossé de Terrible, donc de ceux de Mirepoix, au fossé lui aussi pavé et construit du château de Fer en Tardenois dans l'Aisne, où là aussi on a une structure d'un très grand fossé avec des murs pavés de manière intentionnelle. Cette création de cette douve gigantesque de Mirepoix s'accompagne de la construction du milieu du XIIIe et la fin du XIIIe siècle d'une porte monumentale aussi dont l'étude reste à faire, et d'une grande muraille ainsi que d'une grande tour du XIIIe siècle. C'est pour dire l'ampleur de ce site qui mériterait des approches archéologiques approfondies. Et vous pouvez voir notamment qu'on retrouve sur ce mur qui date de la fin du XIIIe siècle le même style de grande archère qu'on peut retrouver dans la cité des Carcassonnes ou sur les fameuses forteresses royales du Languedoc. Et là, on est sur une forteresse seigneuriale, celle des seigneurs de Lévis. Voici la tour bâtie au XIIIe siècle sur la photo de gauche qui complète cette muraille vers la plaine, et au milieu de cet espace protégé, la résidence qui apparaît beaucoup plus petite, ce qui reste la résidence des seigneurs de Lévis, bâtie au XIIIe siècle. Pour vous dire, ces Lévis vont être des seigneurs bâtisseurs du moment où ils vont s'installer dans cette région autour de Mirepoix, et notamment Guy de Lévis II, le fils du premier qui s'était installé après le traité de Paris en 1229. Lui est surtout connu donc, pour investir ce château de Terrible, je vous ai montré ces imposantes douves, mais il est aussi connu pour avoir reconstruit le château de Montségur à partir de 1244. Vous voyez d'ailleurs la ruine actuelle de Montségur et la reconstitution qu'a pu faire Tristan Bergerot, qui est aujourd'hui le responsable du site et du pays d'arrêt d'histoire de Montségur et de la Valladée, qui a essayé de reconstituer la forteresse à partir des données archéologiques que l'on possède à travers les fouilles qui ont été menées. Ce qui est intéressant, je vous ai mis la photo du gisant de Guy de Lévis, qui est aussi à Lévis-en-Long, à côté de Paris. Et le chevalier est représenté sous forme de gisant, s'appuie sur une console, et on voit sur cette console en fait des petits personnages qui sont en train de brûler, ce sont les hérétiques. C'est pas pour montrer qu'il est là comme étant le seigneur, le maréchal de la foi, comme ça qu'on appelle les Lévis, donc aussi représentant de la lutte contre les hérétiques, et il s'y fait représenter en tant que tel sur son gisant. Alors c'est intéressant de voir que ces Lévis, ils investissent en construisant des imposantes forteresses seigneuriales dans le midi de la France, mais ils se font encore enterrer par contre à Lévis-en-Long, à côté de Paris. À partir de la fin du XIVe siècle, les Lévis quitteront le château de Terrible de Mirepoix, donc pour un autre château un peu plus au sud, qui est le fameux château de Lagarde. Vous avez ici une vue aérienne et un tableau du
qui deviendra donc c'est une grande. Bon, les Ariégeois l'appellent Versailles ariégeois, dans la manière de le présenter. C'est une construction assez importante, monumentale, là aussi qui mériterait des études archéologiques poussées parce qu'elles n'ont pas été faites. Autre famille qui s'installe à la faveur de la croisade albigeoise dans le midi de la France et dans la sénéchaussée de Carcassonne, c'est la famille des deux voisins, Pierre de Voisin qui était le compagnon de Simon de Montfort. Et à partir de 1229-1231, le pouvoir royal capétien va lui confier la ville de Limoux et une partie de ce qu'on appelle le Haut-Razès, autour de Rennes-le-Château, de Custossa et de la vallée de la Salse. Donc un certain nombre de résidences et de châteaux qui existaient déjà et que les voisins vont aussi transformer et modifier. Là aussi, on a aujourd'hui un programme d'études avec des historiens et archéologues pour essayer de mieux comprendre le pouvoir de ces seigneurs de voisins, de cartographier leur influence progressive et aussi voir comment ils ont pu construire un certain nombre de résidences seigneuriales relativement importantes. Je vous présente ici le château de Coufoulens, au sud de 2 ou 3 km au sud de Carcassonne, une résidence en apparence aujourd'hui du XVIIIe siècle, qui appartenait à la grande famille des Castagniers de Carcassonne, mais sur le site il existe encore des traces, notamment vous voyez ici, des vestiges de la forteresse, la résidence seigneuriale de la famille de Voisin datant du XIVe siècle. Une étude a pu être menée heureusement sur ces vestiges par Marie-Lise Gardel, archéologue bien connu, qui fouillait aussi le site de l'Astour, et qui a montré qu'on était là sur des structures de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle. Et notamment derrière ce mur existe une salle voûtée tout à fait extraordinaire de la fin du XIIIe et du XIVe siècle, qui, comme vous le voyez, sert de chez aujourd'hui à la famille qui possède ce château, qui possède aussi un domaine viticole. Alors on a donc l'exemple de ces représentations de forteresses seigneuriales construites fin du XIIIe et XIVe siècle par ces familles qui sont contemporaines alors encore de ces fameuses forteresses royales qui intéressent beaucoup aujourd'hui. Voilà d'autres vues de cette salle voûtée de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle avec notamment les ouvertures qui existent encore. Les voisins, on les connaît notamment aussi pour un certain nombre de châteaux et de résidences. La plus fameuse, peut-être que vous l'avez sans doute visité, c'est le château d'Arques, qui se trouve sur la vallée de la Salse, dans la zone qu'on appelle le Razès, particulièrement le Haut-Razès. Alors, c'est Gilles de Voisin, donc c'est la 3e génération de cette famille qui s'est installée dans ce territoire du Limousin après 1929, qui fait construire ex nihilo. Il n'y a pas du tout de forteresse et de site avant la construction de ce très beau donjon de 3 niveaux avec ces 4 tourelles rondes, dans un style qui dit donc philippien, qui rappelle un petit peu peut-être le château de Vincennes, un petit peu le château de Vincennes à Paris. Donc en tout cas c'est une adaptation d'un style là aussi qui s'est développé en Île-de-France tout au long de la deuxième moitié du XIIIe siècle, qui est adopté pour la construction de ce château. Vous avez au-dessus de la porte fortifiée de la première enceinte du château, les armes de la famille de Voisin qui existent encore, et puis il y a le donjon principal, et puis autour quelques bâtiments, notamment un très joli logis fortifié, mais aussi décoré avec ces très belles fenêtres du XIIIe siècle. Et puis on voit que ces seigneurs, maintenant qui sont des seigneurs venus avec la croisade albigeoise, mais qui se considèrent maintenant comme de véritables seigneurs méridionaux, investissent non seulement dans de très très belles constructions très spectaculaires, non seulement du point de vue de l'architecture, mais font aussi venir des artistes de qualité pour embellir leurs constructions. C'est le cas dans ce château d'Arques, où vous avez cette très belle représentation féminine ici, ou masculine ici, peut-être couronnée ici, une dame noble ici, dont les historiens de l'art ont fait un rapprochement de l'atelier qui a pu réaliser ces sculptures avec des sculptures aussi mises en scène à Limoux et dans certaines églises du Limousin, mais aussi
les sculpteurs qui ont travaillé à la résidence seigneuriale qui n'est pas très éloignée, qui est le château de Puivert, là aussi dans l'Aude, qui n'appartenait pas à la famille de Rosen, mais lui à la famille des Bruyères. Et là aussi, ces Bruyères, ce sont des seigneurs qui sont venus au moment de la croisade albigeoise, qui récupèrent un petit château à l'époque, au moment où ils le récupèrent, c'est tout petit. C'est une motte castrale en fait, qui a été détruite d'ailleurs par les croisés au moment de Simon de Montfort. Ils vont reconstruire cet imposant château avec cette très grande cour qu'on connaît sur le site et ce très très grand donjon de la fin du XIIIe, début du XIVe siècle, notamment décoré par ces très belles sculptures représentant des musiciens. Donc je pense que l'atelier de sculpteur qui a travaillé fin XIIIe à Puivert est le même qui a travaillé à Ars aussi. Il faut savoir que de toute façon, la Haute-Vallée de l'Aude, c'est à l'époque fin XIIIe, début XIVe siècle, une zone où on construit énormément de châteaux, de résidences seigneuriales, d'églises pour des nouveaux commandes mendiants. Donc c'est une région qui est un chantier permanent. J'aurais évidemment pu aussi évoquer longuement les châteaux et les résidences des archevêques de Narbonne, bien évidemment. Mais d'abord, je n'ai pas beaucoup de temps. Merci de me l'avoir rappelé. Mais ensuite, vous les connaissez, évidemment. Ces châteaux et ces résidences où se trouvent là aujourd'hui sont aussi contemporaines de la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle. J'aurais pu vous montrer Gruissant, évidemment Capestran, mais j'ai choisi moi de vous montrer des exemples sur lesquels on est aussi en train de travailler actuellement, qui sont les forteresses des archevêques de Narbonne dans la Haute-Vallée de l'Aude. Et là, j'ai choisi de vous montrer le site de Quillan, qui est intéressant à deux raisons. La première, c'est parce que nous avons ici un site qui était occupé par une famille, là aussi, convaincue par l'Église catholique d'hérésie, la famille de Niort dessous. Les archevêques de Narbonne récupèrent la seigneurie de Quillan après les événements de la croisade albigeoise et vont faire à la fois reconstruire au-dessus de l'Aude le château dont ils font une résidence, un palais pour leur usage, et en même temps vont déplacer le premier site de Quillan qui se trouvait au pied de ce château pour construire ce que vous voyez sur cette photo aérienne, une ville neuve. On ne parle pas de Bastide parce que ce n'est pas réellement le plan de Bastide avec une place au milieu. Et là, c'est un plan régulier d'une ville construite au début du XIIIe siècle par les archevêques de Narbonne pour déplacer la population auprès d'un port, en fait, qui a sa véritable fortune. Ce sont les arbres qu'on abat dans toutes les Pyrénées au-dessus, notamment dans le pays dessous, qui sont mis sous forme de radeau à Quillan et qui vont ensuite descendre par le port de Limoux, celui de Carcassonne, et ensuite arriver à Narbonne pour les chantiers, notamment des bateaux du port de Narbonne. Et donc les archevêques de Narbonne construisent une nouvelle résidence, un nouveau château, qui a été fouillé il y a quelques années par l'archéologue David Mazot, qui a retrouvé à l'intérieur de cette forteresse de plan carré, alors qui évoque un petit peu, avec cette porte monumentale, cette grande tour d'entrée, finalement à la fois un peu le palais des rois de Majorque, qui est un peu contemporain, ou l'entrée du château de Puivert dans l'Aude. Et David Mazot, qui a eu la possibilité de fouiller ce château en profondeur, avait pu retrouver les traces de la grande salle d'apparat, que vous voyez ici, que les archevêques de Narbonne, qui les accueillaient sur le site au moment de leur venue, et avait permis aussi de mettre en évidence la grande porte fortifiée de la fin du XIIIe et début du XIVe siècle, qui permettait l'entrée dans ce château. Il faudrait multiplier les études de toutes ces forteresses appartenant aux archevêques de Narbonne, à la fois dans les Corbières et sur la Haute-Vallée de l'Aude, pour justement avoir de meilleures typologies. C'est ce qu'on essaye de faire petit à petit. Je vous en présente deux autres pour terminer. Le château de Pieux, à côté de Limoux, qui est un très vaste donjon reconstruit à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle, dans lequel c'est une propriété privée, là aussi, dans laquelle on a notamment retrouvé des plafontaines du début du XIVe siècle, tout à fait remarquables. Et autre château des archevêques de Narbonne dans la Haute-Vallée de l'Aude,
la tour de Fa, qui est un des plus jolis sites. Alors c'est un site que vous pouvez visiter, il y a un chemin qui y mène, il est gratuit, avec une très belle vue sur la montagne, sur le pic de Bugarach. Pour moi c'est un très cool, le meilleur, les plus jolis coins des Corbières, comme tel, mais d'un point de vue archéologique aussi un site tout à fait passionnant. Donc il y a ces résidences seigneuriales, qu'elles appartiennent à des grandes familles d'aristocrates comme les Lévis ou les voisins, des résidences liées à des grands seigneurs ecclésiastiques comme les archevêques de Narbonne. Pour finir, je voudrais parler d'un site qui est en cours d'étude en ce moment même à Limoux depuis 3 mois. Joris Moron, archéologue médiéviste du groupe EVA, est en train de fouiller à Limoux le site de cette grande tour qu'on appelle à Limoux la tour La Placette, qui est une tour qui faisait partie des murailles entourant la ville de Limoux. Et on pensait jusqu'à présent qu'elle était une tour de la fin du XIVe siècle ou du début du XVe siècle. Mais il semble que les fouilles qui sont toujours en cours, qui ont encore un mois vont vers des résultats très différents. On s'interrogeait pourquoi cette tour était ronde et elle faisait face à Limoux, en fait, à l'ancienne ville fortifiée qui avait été détruite pendant la campagne albigeoise. Et il semble bien qu'on ait plutôt une tour qui était cette fameuse tour à gorge ouverte, et qu'elle date plutôt non pas de la fin du XIVe siècle, mais de la fin du XIIIe siècle, et que cette tour soit liée au pouvoir royal capétien, quand le roi de France, à partir de 1296, prend possession de la plus grande partie de la ville de Limoux. Et donc, c'est une nouvelle typologie, mais qui est tout aussi intéressante en ce moment d'étudier. Non seulement il y a les forteresses seigneuriales royales, les forteresses seigneuriales, mais il y a aussi les fortifications urbaines de cette époque, qui sont aussi des chantiers en cours et qui méritent aussi pas mal d'attention. Limoux en est un exemple, mais il y en a d'autres aujourd'hui. Voilà, c'était le but de ma conférence, de vous présenter donc, tous ces sites qui ne sont pas les forteresses royales concernées par le classement UNESCO, mais qu'il ne faudrait pas oublier de présenter aussi au grand public. Il ne faudrait pas donc, que ce classement UNESCO fasse de l'ombre finalement à tous ces chantiers qui ont été ouverts depuis 5-6 ans par des historiens et des archéologues. Je crois qu'il faut les mener en même temps. On attend beaucoup de la grande synthèse archéologique et historique qui va être faite pour le dossier UNESCO, mais il faudra aussi y inclure tous ces sites dont je vous ai présenté quelques représentants cet après-midi. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, pour cette belle présentation. Une mise en valeur patrimoniale est aussi pour les sites et faire connaître au grand public. Ça va être aussi quelque chose d'intéressant, c'est d'être en projet, mais ça fait partie aussi de cette volonté. Alors, on est sur des cas très différents parce qu'on est sur des sites privés, donc c'est pas toujours les propriétaires les ouvrent pas toujours en permanence. Mais moi, pour les journées du patrimoine, on peut les visiter. Le château de Thierry, par exemple, parfois, les propriétaires le font visiter pour les journées du patrimoine, le château de Bios également. Donc, mais effectivement, il y a quelques années, j'avais dirigé pour l'Institut Archéothéma de dossier. Alors on parlait des châteaux du pays Qatar. Voilà. Et ça permettait en tout cas de parler de manière plus large, non seulement des forteresses royales, mais aussi de toutes ces forteresses et de ces résidences aristocratiques et de toutes ces fortifications. Donc c'est pour ça que je voulais effectivement souligner, pour une mise en valeur, pour une mise en présentation pour le public, se focaliser sur les forteresses royales, c'est bien, ça correspond à cette politique générale poussée par l'État, le département de l'Aude et tout ça. Mais à côté, il ne faut pas oublier tous ces sites-là et sur lesquels vont s'investir soit des propriétaires privés, soit des collectivités locales, des communautés de communes ou des pays dans l'histoire. C'est une belle réflexion. Merci beaucoup encore. Si vous avez des questions, je vais passer par vous, vous passer le micro et vous poser des questions, vous poser des questions à notre invité. Non? Oui?